Pour cette 5e séance des grands courants de la sociologie, nous allons traiter du courant l'individualisme méthodologique. En guise d'introduction, on peut indiquer qu'en sociologie, l'individualisme méthodologique se rapporte à la sociologie de Raymond Boudon, sociologue français de la deuxième moitié du XXe siècle. Avec Alain Touraine, Michel Crozier ou encore Pierre Bourdieu, Raymond Boudon est un des plus importants sociologues français de cette période. Pour mieux comprendre la consolidation de ce courant de pensée, il faut mieux cerner le contexte intellectuel de la fin des années 70, durant laquelle l'individu comme catégorie de pensée explicative va s'imposer. C'est d'abord une pensée sociale dominante à la fin des années 70 qui conjugue la crise du sociologisme et la montée de l'individualisme. Précisons. Cette période, la fin des années 70 et le début des années 80, ont été marquées par la crise des grandes doctrines qui prétendaient à l'explication scientifique définitive des phénomènes sociaux tels que le marxisme, le fonctionnalisme ou encore le structuralisme. À la domination des grands modèles théoriques, donc, succède une autre période qui est celle du flou des références théoriques. Certains vont même jusqu'à penser à cette période que la sociologie est morte, qu'il ne peut plus y avoir de sociologie. Dans ce contexte, un courant va revenir en force et c'est le courant individualiste. Ce courant est né en réaction à une explication holistique de la société, soit une explication de la société comme un tout déterminant. Ce courant s'oppose à des auteurs comme Michel Foucault qui écrivait que l'individu n'est que l'atome fictif d'une représentation idéologique de la société fabriquée par la bourgeoisie. Certains, proches du courant individualiste, pensent que les grandes catastrophes du XXe siècle, le stalinisme, le totalitarisme en général, résultent précisément de cette optique sociologiste qui nie les individus. Or, l'histoire récente, en tous les cas pour l'époque, notamment la faillite soviétique avec l'horreur du goulag, démontre le caractère mystificateur de l'optique sociologiste. Cette dernière n'aurait tout simplement pas résisté à l'épreuve de l'histoire. Il s'agit donc de se réveiller d'un long sommeil dogmatique pour reconsidérer l'individu. Le sociologisme est donc à l'époque vivement critiqué et le rôle de l'individu revalorisé. Ce courant individualiste ne se développe pas seulement en sociologie. D'autres auteurs appartiennent à ce courant individualiste tant en littérature qu'en économie. De plus, on redécouvre toute une tradition individualiste occultée par la sociologie, tels des auteurs comme Spencer, Weber, Louis Dumont, Nietzsche même. Ces auteurs existaient bien évidemment, mais on les voyait moins ou pas du tout. Il y a donc une sorte à l'époque de réinstauration d'un courant individualiste. Cette résurgence de ces modèles dans les sciences sociales coïncide aussi avec une époque qui vit un retour de l'individualisme dans la sphère des modes de vie et des idéologies. Par individualisme, il faut comprendre ici une conception politique, sociale, morale même, qui tend à privilégier les droits, les intérêts, les valeurs des individus par rapport à ceux du groupe. Il défend l'autonomie individuelle face aux différentes institutions sociales et politiques qui exercent sur lui certaines règles. Cette conception est donc à différencier de l'égoïsme qui considère, lui, seulement les intérêts personnels, alors que l'individualisme considère les intérêts des individus et pas seulement les siens propres. Cette époque, fin des années 70, début des années 80, est celle aussi où les populations vont s'intéresser davantage à leur apparence physique, à leur look, comme on dit. Ils vont se mettre à pratiquer de plus en plus des sports individuels, le jogging par exemple. C'est enfin l'époque qui voit se développer une réhabilitation des entrepreneurs, voire une sorte de culte des gagnants, des meilleurs. Cette époque est enfin celle de la révolution conservatrice en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Bref, il s'agit d'une période historique qui progressivement installe dans les mentalités une sorte de culte de l'individu. Alors, dans ce contexte, comment va réagir la discipline sociologie ? Beaucoup considèrent que la sociologie durkheimienne a échoué dans sa tentative d'expliquer les comportements humains par l'influence de la société. De même ont échoué les grands modèles qui s'en inspiraient plus ou moins directement.
Dans les années 80, tout concourait à démontrer en effet que le temps des explications des conduites humaines par le principe unique de la société était en train de s'achever. Pour les partisans de l'individu, il faut admettre l'individualisme à la fois comme principe scientifique et aussi comme principe politique, voire comme principe éthique. Ces derniers choisissent donc l'individu comme point de départ de leur réflexion et considèrent qu'ainsi il est possible de mieux expliquer l'homme et ses réalisations, mais aussi de construire une société nouvelle et meilleure. L'utopie libérale est bien représentatrice de cette croyance. Laisser faire les individus devrait conduire à la société d'abondance, dans le respect des lois du marché, pensées, elles, comme des lois naturelles. Les partisans de l'individualisme ne cessent d'affirmer que ce qui caractérise la société moderne, c'est que l'individu est enfin au centre de l'univers social et non plus seulement un élément, un pion ou un atome à la merci des grands mouvements de l'histoire. L'individu peut désormais maîtriser son destin, il est maître de sa condition. L'individualisme est donc le nouveau modèle constitutif des sciences sociales d'aujourd'hui. Cela dit, il convient de préciser qu'il existe plusieurs tendances au sein du courant individualiste. Et pour être bref, on peut distinguer un individualisme idéologique, sans nuance, bref, un individualisme vulgaire qui ne nous intéressera pas dans le cadre de ce cours. Et un individualisme plus élaboré, plus nuancé, qui renvoie précisément à la pensée de Raymond Boudon, qui va proposer une méthode de raisonnement nommée individualisme méthodologique. Pour entrer un petit peu plus dans le détail de cet individualisme méthodologique, on va s'intéresser à 3 idées principales et donc développer 3 points. Premièrement, l'individualisme méthodologique, les origines, les directions multiples. Deuxième point, l'individualisme méthodologique de Raymond Boudon. Et puis un 3e point qui précisera les principaux termes du raisonnement de l'auteur. Premier point donc, l'individualisme méthodologique, quelques mots sur son origine et ses directions multiples. Les origines de l'individualisme méthodologique, on peut les situer dans le domaine économique. En effet, ces fondements sont repérés dans le cadre des discussions entre économistes de la fin du XIXe siècle. L'idée principale est à peu près la suivante. Il s'agit d'analyser les faits économiques comme la conséquence d'actions individuelles utilitaristes. Par exemple, l'économie libérale postule l'existence d'individus dotés d'une rationalité maximale et placés sur différents marchés. Le raisonnement consiste alors à déduire un résultat global en termes de prix, de salaire, d'emploi. Dans ce raisonnement, économie néoclassique, les individus, consommateurs, producteurs, sont considérés comme des êtres rationnels qui maximisent leur satisfaction dans des situations contraintes. Ce raisonnement adopte donc une conception de l'individu rapportée à ce qu'on nomme un homo economicus, c'est-à-dire un individu qui utilise au mieux les ressources qu'il possède au regard de contraintes, par exemple le budget, pour se satisfaire au mieux. En ce sens, il est dit rationnel, c'est-à-dire qu'il rapporte ses choix à un rapport entre coût et profit. L'avantage de cette conception de l'individu rationnel, c'est qu'il peut être modélisé, c'est-à-dire mis en équation mathématique. Mais il est reproché à cette approche de ne pas décrire avec justesse la réalité des comportements économiques et encore plus sociaux. C'est cette perspective teintée de libéralisme économique que défendra le juriste et politologue Van Hayek, c'est-à-dire une approche résolument individualiste du social. Mais contrairement au courant néoclassique dominant en économie, cet auteur récuse la référence à l'homo economicus, cet être hyper rationnel, calculateur, omniscient, pour raisonner sur des êtres vivants réels, faits de passion et aussi de déraison. Il privilégie donc, pour étudier le social, et contrairement à Durkheim, un subjectivisme passant par les actions individuelles, considérées comme incontournables, mais sa perspective sera brouillée par son libéralisme forcené, impopulaire face à la pensée de Keynes notamment. Notons aussi que généralement, les représentants de l'individualisme méthodologique, dont Raymond Boudon, se créent une filiation avec la pensée de Max Weber, mais les autres sociologues critiquent cette filiation. On admettra donc que si Weber a largement inspiré l'individualisme méthodologique, il ne peut être considéré
comme un auteur de ce courant. Deuxième point, des directions multiples. Outre cette origine essentiellement économique, l'individualisme méthodologique va se développer, comme on l'a dit, surtout dans les années 70-80, et cela dans de multiples directions. Mais il souffre d'un manque de conceptualisation. On compte surtout des économistes américains qui maintiennent une conception de l'homo economicus et appliquent l'analyse coût-avantage au domaine du politique, dont l'État et la décision publique. Ce mouvement sera nommé l'école de Public Choice. Raymond Boudon s'intéressera à cette école, notamment à un socio-économiste américain, Olson, lequel explique la dynamique sociale à partir des comportements égoïstes des individus qui sont, comme sur des marchés économiques, à la recherche d'un gain maximal. En France, outre Raymond Boudon, on peut citer les travaux de Michel Crozier et de Erhard Friedberg, notamment sur l'analyse stratégique réalisée à partir de travaux menés sur les relations qui se développent au sein des grandes organisations bureaucratiques. Et à ce titre, ils diront que dans les relations de pouvoir existent des zones d'incertitude et des stratégies des acteurs qui jouent un rôle central dans tout type d'organisation et d'action collective. Ils vont théoriser ce constat dans un ouvrage intitulé « L'acteur et le système » et qui sera publié en 1977. Ces auteurs refusent la perspective holiste et déterministe et considèrent que l'action collective ne se réduit pas à la somme des contraintes extérieures. Aussi contraignant soit le système, dit-il, les acteurs sociaux jouent de leur marge de liberté et des zones d'incertitude pour précisément élaborer leur stratégie. Il faut donc définir les contraintes structurelles propres au système d'action dans lequel les individus vont agir et composer avec lui. Deuxième point, l'individualisme méthodologique de Raymond Boudon. Présentons tout d'abord l'auteur. Raymond Boudon est le principal représentant de l'individualisme méthodologique en sociologie notamment, et il est né à Paris en 1934. Il est, comme Bourdieu, diplômé de l'École normale supérieure de Paris. Il séjourne aux États-Unis, y rencontre Merton, travaille avec Paul Lazarsfeld, et son premier ouvrage porte sur l'analyse mathématique des faits sociaux, publié en 1967. Par la suite, il va travailler sur la question des inégalités des chances à l'école et publiera à ce sujet un ouvrage intitulé « L'inégalité des chances » en 1973. Raymond Boudon présente un goût prononcé pour les modèles mathématiques et il rejette le holisme. Il relie Durkheim, Marx, à la lumière de l'individualisme méthodologique et critique le fonctionnalisme de même que le structuralisme. Au fonctionnalisme, il oppose l'idée de système fonctionnel à celle de système d'interdépendance en insistant sur les caractéristiques des rôles qui sont source d'autonomie pour l'acteur social. Parce que les rôles sociaux sont souvent composites, ambivalents, voire concurrents, ils laissent aux acteurs une latitude d'interprétation et donc d'action. Au structuraliste, il va critiquer l'idée de structure pour expliquer le social, de même qu'il critiquera la suprématie de la perspective synchronique sur la perspective diachronique. Le structuralisme pour Boudon illustre une régression intellectuelle et il considère que l'habitus de Bourdieu est un artifice pour traiter l'individu comme un objet soumis à des forces extérieures. Il permet de faire de la culture une seconde nature et de voir l'individu comme un jouet passif de la culture. Deuxième point, le raisonnement général de l'individualisme méthodologique. Au préalable, formulons deux précisions. Le sens de l'individualisme dans l'individualisme méthodologique n'est pas associé à une connotation morale ou éthique qui l'associerait à un égoïsme. En employant le terme individualisme, Boudon veut dire qu'il s'oppose à toute pensée collectiviste ou holiste, c'est-à-dire qu'il privilégie dans l'explication le tout sur les parties. Pour Boudon, expliquer un phénomène social, c'est dans tous les cas le ramener aux actions individuelles qu'il compose. Plus précisément, l'individualisme méthodologique énonce un premier principe. Pour expliquer un phénomène social,
il est indispensable de reconstruire les motivations des individus concernés et d'appréhender ce phénomène comme le résultat de l'addition des comportements individuels dictés par ces motivations. Deuxième précision, Boudon emploie le terme acteur social pour désigner des individus, mais aussi toute entité collective pour autant qu'elle se trouve munie d'un pouvoir d'action collective. Ce peut être par exemple une entreprise ou encore même une nation. Concernant le raisonnement général, il consiste à analyser les phénomènes sociaux comme la somme d'actions individuelles soumises à des contraintes. Les acteurs sociaux sont rationnels dans la plupart des situations sociales. Le travail sociologique se fait via la construction de modèles, de schémas d'analyse, d'idéotypes même. Donc, dans ce raisonnement, tout phénomène social est constitué par l'agrégation, l'addition d'actions individuelles. Et tous les phénomènes sociaux résultent de l'addition d'actions individuelles. Bien plus, pourrait-on dire, pour Raymond Boudon, tout phénomène social peut être expliqué à partir de la logique suivante. Tout phénomène M est le produit agrégé du comportement petit m des individus soumis à des contraintes de situation S dépendantes de variables macrosociales M'. Troisième point, les principaux termes du raisonnement de Raymond Boudon. Première idée ici, l'action individuelle. L'atome sociologique pour Boudon, le plus pertinent, c'est donc l'acteur individuel et ses actions. Les actions individuelles sont pour lui intentionnelles. Autrement dit, elles sont entreprises intentionnellement par les individus qui cherchent, à travers elles, à servir au mieux leurs intérêts. Il existe cependant des contraintes. Ces actions ne sont pas le produit du strict libre arbitre des uns et des autres. L'action d'un individu s'effectue toujours en tenant compte d'un certain nombre de contraintes, plus ou moins définies, plus ou moins transparentes pour l'individu, plus ou moins rigoureuses. Exemple, le chef d'entreprise est bien obligé de tenir compte, pour agir, des contraintes du marché. De même, le conducteur pour conduire est bien obligé de tenir compte du code de la route et des autres véhicules. Ainsi, pour Boudon, l'individu n'agit pas dans le vide. Il doit tenir compte des autres et d'un certain nombre de contraintes. Mais cela ne veut pas dire, contrairement au raisonnement que l'on trouve chez Durkheim, que les contraintes sociales déterminent l'action individuelle. Pour Boudon, les contraintes délimitent le domaine du possible. Elles ne déterminent pas le comportement social. Même dans les univers totalitaires, il existe une certaine marge de manœuvre pour l'individu, à l'intérieur de laquelle il peut essayer d'agir selon ses intérêts. Il existe toujours une certaine marge de choix à l'intérieur des limites définies par la contrainte. En somme, pour Boudon, il s'agit de refuser que l'individu soit conçu comme une pâte molle sur laquelle viendraient s'inscrire les données de son environnement, qui lui dicteraient ensuite son comportement dans chaque situation. Boudon refuse donc de considérer l'individu comme une marionnette, un pantin, entièrement déterminé par les contraintes sociales. Deuxième point, les comportements sont rationnels. En effet, pour Raymond Boudon, les actions individuelles sont intentionnelles, elles sont entreprises intentionnellement, on l'a dit, par des individus qui cherchent donc à servir à travers elles au mieux leurs intérêts. En ce sens, pour Boudon, les comportements des individus, leurs actions, possèdent une finalité, c'est-à-dire une rationalité. Chacun a toujours de bonnes raisons d'agir comme il agit. Ainsi, expliquer le comportement rationnel d'un acteur, c'est, dit-il, mettre en évidence les bonnes raisons qui l'ont poussé à adopter ce comportement, tout en reconnaissant que ces raisons peuvent, selon les cas, être de type utilitaire ou autre. Mais Boudon privilégie les raisons utilitaires issues du modèle économique utilitariste, selon lequel tout comportement obéit à un calcul des plaisirs et des peines, même si pour lui l'homo sociologicus se distingue de l'homo economicus des économistes néoclassiques. Boudon est bien conscient du fait que la rationalité des individus est limitée par l'impossibilité de réunir toutes les informations nécessaires au choix optimal.
Il note 5 différences entre l'homo sociologicus et l'homo economicus. Première différence, il peut suivre des valeurs ou des normes intériorisées. Il peut aussi ne pas discerner le meilleur choix. Ses préférences dépendent de l'environnement et de son histoire, sa rationalité est limitée, et il doit répondre aux attentes sociales liées aux rôles qui lui sont assignés. Pour Boudon, tout comportement résulte d'un calcul par l'individu des bénéfices et des pertes dans la recherche de ses intérêts immédiats. La conception de l'acteur social pour Boudon est donc plutôt celle d'un individu calculateur proche de l'homo economicus. Troisième point, l'agrégation des comportements individuels. Les phénomènes macrosociaux s'expliquent par l'agrégation des actions et comportements individuels. L'agrégation des comportements individuels produit en effet pour Boudon des effets macrosociaux, souvent inattendus, qu'il va appeler effets de combinaison, effets émergents ou encore effets d'agrégation. Pour illustrer ce phénomène d'effet d'agrégation, Boudon emploie toujours le même exemple qu'il est allé chercher chez Tocqueville. Pourquoi la révolution industrielle a-t-elle eu lieu d'abord en Angleterre et pas en France? Ou plus précisément, pourquoi le commerce et l'agriculture capitalistes se sont-ils développés plus rapidement en Angleterre qu'en France? La raison, selon Boudon, c'est que la centralisation administrative était plus grande en France qu'en Angleterre à cette période. Les propriétaires terriens étaient attirés par les villes où ils pouvaient obtenir une charge royale, c'est-à-dire devenir, on dirait, fonctionnaire, du roi en l'occurrence, voire à se faire anoblir. Or, en Angleterre, où le service de l'État, c'est-à-dire du roi, était moins prestigieux, les propriétaires restaient sur leurs terres où ils dépensaient énergie et capital pour faire fructifier leurs biens. Ils avaient moins intérêt à s'en aller en ville, de sorte que pour Boudon, l'effet émergent ou l'effet d'agrégation de ces comportements individuels rationnels dans ce contexte aura été un développement plus tardif du capitalisme en France. Dans tous les cas, alors que chacun agit selon son intérêt plus ou moins bien compris, le résultat global, macro-sociologique, est un phénomène que personne n'avait vraiment voulu. Donc, pour Boudon, les phénomènes sociaux sont conçus comme l'agrégation d'actions, de croyances, d'attitudes individuelles. Quatrième idée, effet pervers et vertueux. Les effets émergents ou effets d'agrégation peuvent être, selon Boudon, soit des effets pervers, soit des effets vertueux. Contrairement à ce que disait Adam Smith, la poursuite par chacun de ses intérêts individuels, l'égoïsme de chacun, ne fait pas forcément le bonheur de tous. C'est parfois le cas, mais pas toujours. Il existe donc des effets pervers, c'est-à-dire des situations dans lesquelles la poursuite par chacun de ses intérêts fait le malheur de tous. On peut prendre un ou deux exemples. Premier exemple, si le bruit court que les valeurs boursières vont chuter très fortement dans un avenir proche, les porteurs d'actions vont pouvoir penser que leur intérêt est de réaliser leurs bénéfices et de vendre au plus vite avant le crash annoncé. Ce faisant, ils provoquent eux-mêmes le krach dont ils cherchent à éviter les effets. On a là un exemple de prophétie auto-réalisatrice qui, selon Merton, résulte d'une mauvaise définition initiale de la situation. Deuxième exemple, le problème de la circulation automobile dans les villes. La circulation devient tellement dense à certaines heures que l'on ne circule plus que très lentement. Il y a de nombreux embouteillages, sans compter la pollution accrue. L'intérêt de chacun, prendre la voiture pour aller plus vite et plus confortablement, fait le malheur de tous, on finit par ne plus avancer. Cinquième point, cinquième idée, effet non désiré, source de changement social. En effet, Raymond Boudon considère que les effets d'agrégation, et particulièrement les effets pervers, non désirés, sont source de changement social. Et à ce sujet, il va distinguer 3 types de processus sociaux pour rendre compte du changement social. Ce qu'il va nommer les processus répétitifs, reproductifs ou bloqués, qui n'ont pas d'effet sur le système d'interaction et son environnement. Les processus cumulatifs n'ont pas d'effet sur l'environnement, mais sur le système d'interaction lui-même. Et puis enfin, les processus de transformation qui génèrent des effets
lesquels agissent sur l'environnement et modifient le système d'interaction. En conclusion, on peut dire que pour l'individualisme méthodologique, le social n'est pas le déterminant de l'action individuelle. Ce sont au contraire les actions individuelles qui produisent les phénomènes sociaux. C'est l'homme qui fait la société, ce n'est pas la société qui fait l'homme. Cette conception part ainsi de l'individu, de ses intérêts, et est considérée comme plus réaliste et donc plus scientifique que la conception durkheimienne. Pourtant, la définition que donne Boudon de l'individu, comme de son intérêt, est trop simple. La critique portera donc souvent sur la définition de l'individu et de l'intérêt dans ce courant de l'individualisme méthodologique. Dans tous les cas, ce courant se caractérise par le fait qu'il explique tout phénomène social par les actions, les propriétés et les motivations des individus. En un sens, il semble s'opposer au holisme, quel qu'il soit, par le fait que les phénomènes macrosociaux s'expliquent par des caractéristiques microsociales.